Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 140. Déjà, c'est la rentrée. Nous sommes le 1er septembre 2025. Je suis Horacio González et je suis aujourd'hui entouré de gens merveilleux tels que Pierre. Coucou Pierre. Bonjour tout le monde. Jean-Baptiste, coucou JV, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien et toi? Voilà, notre invité de jour. Bonjour Nicolas. Bonjour, c'est Horacio, salut Pierre, salut JV. Bon, je pense que, vu que sont tous des vieux connus de notre... Ça commence direct. Ça mérite quand même une présentation. Alors, on va commencer dans l'autre sens. Nicolas, tu peux te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu es là au Massy aujourd'hui? Je m'appelle Nicolas Dringer, je fais partie des fondateurs et je suis le CTO d'une boîte qui s'appelle Résilience, qui fait des dispositifs médicaux de télésurveillance dans la santé, donc pour des pathologies, cancer, immuno et psychiatrie maintenant. J'ai commencé ça il y a un peu moins de 5 ans. Et j'ai pas mal bourlingué dans différentes boîtes, en particulier Startup Scale-Up pendant 25 ans maintenant, parce que je suis, comme tu disais, je suis un vieux. Et je suis là parce que je connais bien les équipes de Clever, avec qui on échange depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, ça fait partie des bons endroits pour échanger sur de la tech, avoir des news, échanger des idées et progresser techniquement. Donc, c'est cool. Merci. Bon, et JB, tu nous rappelles qui tu es? Bonjour, je suis le doyen de cet épisode également. Et à côté de ça, je travaille principalement sur l'orchestration, donc tout ce qui est gestion des machines virtuelles au sein de Clever Cloud, et le produit Kubernetes Manager. On en parlera. Pierre, qui tu es? Du coup, je m'appelle Pierre, je travaille à Clever et je travaille autour de tout ce qui est système distribué et base de données, notamment sur la gamme Materia. Nickel. Bon, et je pense que il fait plus beau, au moins à Brest il pleut, il fait tout gris, ça nous rappelle que l'été est presque fini. C'est la rentrée, mais on a quand même réussi à trouver quelques liens et quelques sujets de conversation pour cet épisode, ce qui n'était pas évident vu que la fin de l'été est souvent assez tranquille. C'était assez tranquille, c'était dur de trouver des liens, j'avoue. Alors, qui veut se lancer? Qui? Pierre, trouve-moi une de tes... J'ai l'impression que ton dé est pipé, Horacio. Mon dé, il est bien, regarde. Pierre. Toujours sur le vin. Il est inventé de Pierre. Pierre. Je vais vous parler d'un podcast que j'ai écouté cet été que j'ai trouvé incroyable. Donc c'est un épisode de podcast qui s'appelle, dont la série s'appelle Oxide and Friends. Donc c'est fait par la boîte Oxide Computer. Donc c'est des gens un peu énervés qui sont repartis faire du rack du rack on-prem, où ils vont faire littéralement leur propre firmware, tout ce qu'il faut pour pouvoir opérer. En fait, leur pitch, c'est de dire tout ce qui est cloud, les offres cloud classiques, en fait, on va vous les descendre et on va vous les mettre on-premise. Donc, vous achetez un rack qui vous permet de faire du IaaS, bientôt du Cube, etc. Wow. Donc, c'est des gens un peu énervés qui font beaucoup de Rust. Et ils ont sorti un épisode où ils racontent en fait la track d'un bug kernel. Donc en fait, ça partait d'un truc tout bête. C'était l'installateur de leur système d'exploitation qui des fois plantait. Des fois le checksum en fait de ce qui téléchargeait était pas le bon. Et en fait, ça part de là. Et en fait, ils vont descendre dans toutes les couches réseau au fur et à mesure jusqu'à tomber en fait sur un bug de spéculation CPU côté AMD. Donc l'histoire est super intéressante. En fait, ça fait plaisir d'avoir des gens qui débuguent des trucs et on voit vraiment en fait la descente aux enfers des gens qui ont débugué ça. On voit quand même l'expertise technique parce qu'il y a des gens qui prenaient le relais en fait à chaque couche
du système. Et le podcast est vraiment chouette. Incroyable. En plus, si cet épisode est aussi intéressant, j'imagine que le reste ne doit pas être non plus beaucoup plus ennuyant. Ouais, ils font en fait, c'est bien parce qu'il y a même les liens des PR. Et il y a même une PR. Alors, il y a une PR où en fait, pour régler le problème sur leur stack, ils font ce qu'ils appellent un balloon. Donc en fait, ils ajoutent la RAM pour passer outre le bug. Genre juste pour corriger parce qu'ils étaient en train de shipper des racks et donc il fallait fixer le problème. Donc t'as un commit à un moment dans le lien de l'épisode où ils mettent un balloon qu'ils allouent, et pour être sûr de pas être niqué par l'interpréteur Rust, tu sais, ils font des trucs avec le vecteur en mémoire parce que sinon ils ont peur de se faire chanter par le compilo. Bref, le podcast est vraiment passionnant et c'est trop cool d'avoir un vrai debug du début à la fin, parce qu'en fait ils ont repris vraiment les personnes au fur et à mesure. Chouette, carrément. Bon, on commence plutôt fort niveau technique. Et là, dans le lien, un lien que Nicolas nous a proposé m'a beaucoup plu parce que c'est aussi très fort au niveau technique, mais rempli de nostalgie. C'est le lien sur la réécriture des moteurs d'un vieux jeu, Another World, que notre cher Olivier Poncet a fait et a publié récemment. Nicolas, tu nous parles un petit peu? Ouais, c'est un jeu, je pense qu'il était sorti, JB devait pas être né. Très certainement. C'est cadeau. T'as le perdu. Non, mais c'est intéressant à plein d'égards, on en discutait tout à l'heure. Attends, je vais voir si moi j'étais né. Ouais, bah, check. Ce qui est intéressant, t'étais né ou pas alors? J'avais -1. Ah, c'est bon, ça. Et donc c'est intéressant parce que il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect portage, donc comment émulation, réécriture, encadrement. Alors c'est pas qu'une question de comment réexécuter du bytecode des fichiers du jeu. Il y a aussi comment tu t'assures que le truc tourne pas à fond la caisse. Il y a des gestions de temps, il y a la résimulation des écrans CRT dans l'affichage actuel, les différents modes de couleurs. Donc il y a vraiment un travail de réinterprétation. C'est toujours difficile de faire retourner le plus à l'identique un code qui n'a pas été prévu pour une plateforme. Donc ça, et c'est disponible sur GitHub, donc ça permet de regarder. Il y a le côté WASM. Donc comment ça a été mis, ça tourne dans un navigateur. Donc là, vous avez un vrai projet réel qui a été fait, qui est dispo avec une vraie application, avec des vraies contraintes. Donc ça, je trouvais ça intéressant d'avoir un vrai cas d'usage. Il y a le côté, alors pour ceux qui étaient nés un peu Madeleine de Proust, de retrouver un truc auquel on avait joué. Bon, résultat, je l'ai lancé dans mon navigateur un soir. 35 secondes plus tard, j'avais mordu la poussière. Je me suis dit, ouais, ils étaient un peu rêches les jeux à l'époque. Ça vaut tout ce qu'on... Un certain nombre de trucs qu'on voit en ce moment en termes de niveau de difficulté, et je trouvais que c'était intéressant. Il y a eu sur le lien, c'est sur Blue Sky, il y a des petites échanges sur comment on réécrit l'histoire de scoping de fonctions. Olivier a un style avec beaucoup de lambda, et donc il y a tout. Je trouvais que le contexte était à la fois intéressant, me parlait, et à la fois lever des vraies difficultés techniques qui étaient intéressantes à gérer avec le jeu open source. Donc je trouvais ça plutôt sympa comme façon d'aborder l'ensemble des sujets mentionnés, quoi. Et moi, du coup, il a tout réécrit. Alors, il a réécrit un interpréteur pour le bytecode, donc il a réécrit plutôt la partie moteur que la partie jeu lui-même. Et donc c'est même intéressant parce que c'est pas un remaster au sens je refais pareil et je réécris tout. C'est je crée un moteur qui est capable de réexécuter les faits. Et ça, et franchement, en termes de mindset, c'est ça. Alors, et puis j'ai pas dit aussi, je trouve qu'il fait un travail remarquable, Olivier, parce que il recite bien dans son README-ND de GitHub tous les projets sur lesquels il se repart, parce qu'il n'est pas reparti du truc original, c'est la suite d'une suite de réécriture. Et donc, dans ces réécritures, il y a tout un tas de documentation, de réexplicatifs de c'est quoi les problématiques, comme ça. Donc, c'est un fil d'Ariane de suivi, de comprendre les problématiques de maintien en conversion opérationnelle et de réécriture de choses qui marchent dans différentes plateformes. Ça, moi, je trouvais que ça se suivait bien et c'était intéressant d'un point de vue technique. Et en même temps, ça rappelle comment c'était à l'époque obligatoire de faire
plein d'astuces pour que les jeux puissent tenir en mémoire, pour que les jeux puissent être relativement fluides et que tu dois gérer côté plateforme du coup. Pour processer tout ça. Et donc, tu te plonges dans toute une série de techniques qui sont assez incroyables. Ah bah, c'est clair que les quantités de capacité processeur qu'on a aujourd'hui, de RAM, de disque, de stockage, de tout, de réseau. Moi, mon premier PC, pour le coup, il avait 512K de mémoire, donc il avait même pas la limite d'MS-DOS de 640K de mémoire, et il faisait tourner des trucs vraiment incroyables, quoi. 256, les miennes, avec des disquettes qui étaient à 360 de mémoire, donc je pouvais même pas tenir tout un disquette en RAM. La question, et alors sans faire mon vieux con, c'est est-ce que, de par on a repoussé plein de limites, et c'est cool, ça donnait plein de puissance, aujourd'hui, ça s'est utilisé pour des trucs utiles, et des fois on se dit, là je l'ai eu au boulot là récemment, où les gens disaient genre ça rame, c'est qu'on n'a pas assez de CPU, et quand je regardais les monstres de CPU qu'on avait à dispo, je disais genre oui, alors c'est peut-être aussi que le code il est pas vraiment petits oignons. Et alors pour le coup c'était pas du code du bureau, mais c'est dans des optimisations de requêtes SQL. Moi je suis tombé sur un module qu'on utilise d'un projet open source où tout d'un coup quand la requête Postgre commence par with recursive, généralement je me dis ça va pas bien se passer. Et surprise, effectivement, ça se passe pas bien. Et donc ouais, c'est à la fois je suis content pour avoir connu la période où vraiment tu étais à la recherche de l'octet, du cycle CPU de ça, et honnêtement c'était relou parce que tu étais bridé par la plateforme. Autant aujourd'hui t'es honnêtement plus bridé, tu vois. Enfin, je rappelle, hein, c'est le vieil adage, hein, mon téléphone portable a 1000 fois plus de puissance que l'ordinateur qui a envoyé la fusée Apollo sur la Lune, oui. Tu vois. Donc c'est complètement démentiel en termes de disproportion. Donc à la fois c'est cool de plus avoir la contrainte, et à la fois c'est très bien d'être quelque chose, de trouver un équilibre dans l'autre sens, quoi. Parce que là vraiment il y a de l'utilisation. Et je trouve que ces projets-là qui doivent faire la jonction entre les deux mondes, posent des questions de comment on gère ces trucs-là, quoi. Moi, il y a ça, et il y a aussi les projets sur des microcontrôleurs, des CSP32, même des Raspberry Pi 0, où tu te reposes les mêmes questions modulo. Ouais, mais questions assez semblables à celles qu'on s'est posées à l'époque, surtout quand on travaille avec des microcontrôleurs. Un des microcontrôleurs aujourd'hui, c'est équivalent. C'est même plus puissant peut-être qu'un de nos premiers PC. Et tu rigoles, mais le Pi 5 qui fait tourner ma domotique chez moi, il a 8 GB de RAM et une carte SD de 128 GB. C'est monstrueux, c'est dément, quoi. Voilà. De toute façon, tu peux mettre 2 écrans sur un Raspberry Pi 5. Déjà, tu te dis qu'il y a un truc. Déjà, c'est mal barré. Donc voilà, c'était un lien. Je trouvais ça à la fois sympathique et à la fois un petit peu de grind tech, pas forcément à côté de la plaque. Ouais. Du coup, là, c'est le moment où on peut jouer pendant le podcast. Surtout que c'est intéressant sur l'approche lean, peu consommatrice, etc. De dire on essaye d'optimiser quand même un peu nos applications, ne serait-ce que pour diminuer les coûts, pouvoir scale de manière, que ce soit moins coûteux de scale, etc. C'est sûr qu'il y a un enjeu aussi avec potentiellement le fait que le cloud se renchérit, que c'est beaucoup plus coûteux d'héberger, etc. Et que tout ce qui est crédit et accès, on va dire, à du compute gratos, c'est de moins en moins présent. Ça va aussi probablement inciter à être dans une approche peut-être plus économe, parce que finalement le côté tout part un peu, pas tout part à volo, mais le fait que on se dise on a une puissance démentielle, une RAM énorme, énormément de stockage, et du coup on la remplit, on regarde pas trop ce que ça va représenter en termes de consommation de puissance et compagnie. Potentiellement dans un contexte où ça devient très très cher, ça va moins se développer, quoi. Ouais, c'est clair qu'on voit pas mal de projets où les factures d'hébergement, quelle que soit la forme, la mise en prod et la mise à l'échelle, quand tout d'un coup on rajoute des utilisateurs, quel que soit leur niveau, c'est rarement dans le rush projet des paramètres qu'on prend très très tôt, parce qu'on dit c'est de l'optimisation, de la fameuse early optimization, ça, et effectivement il faut lutter contre. Mais quand on doit faire face à la montée des eaux et qu'on n'a pas un tout petit peu anticipé, généralement l'aventure est un peu mal, ouais.
Moi, j'attends de voir parce que ce qui va m'intéresser, je pense, dans les prochaines années, c'est qu'on va mettre de plus en plus de code écrit par IA. Et autant, tu vois, tu avais du feedback quand tu développais avec l'expérience, tu vois, de développer des trucs où, comme tu disais, Nicolas, de prendre en compte que va falloir optimiser cette passe-là. Je me demande comment les outils vont venir donner du feedback aussi bien aux devs que au LLM, tu vois. Avant ça, comment tu construis ton IA qui est construit sur l'ensemble du code disponible sur GitHub ou sur le code auquel ils ont accès? Comment tu sais que le code sur lequel ont été entraînés les IA, c'est du bon code? Parce que l'IA, elle te recrache sur ce quoi elle a été entraînée. Donc, si tu l'entraînes sur du mauvais code, elle te recrache du mauvais code. Tu vois, elle te dit genre, tout le monde fait comme ça, c'est comme ça que je vais te proposer de faire. Ça fait plusieurs semaines que moi je travaille autour de faire de la simulation. Et du coup, en fait, quand tu lui colles des problèmes quand tu pètes le réseau ou quand tu pètes les disques, en fait, il a une boucle de feedback dans les tests. En fait, du coup, il rejoue directement la seed du test qui a foiré. Et du coup, le fait d'avoir des tests automatisés qui sont très énervés, je pense que ça va être, c'est un gros sujet qui va apparaître. Est-ce que les IA aujourd'hui disponibles, que ce soit Claude, Iotopic, Mistral, whatever, ont été entraînés avec une boucle de feedback de test sur la perf, la consommation mémoire, l'efficacité, les temps de GC, les machins et ça. Je dis pas que c'est pas possible, mais à date d'aujourd'hui, je pense que le travail n'est pas encore fait. Ah non, du tout. Mais par contre, tu peux le faire. Moi, tu vois, j'ai testé des tours des tours de test où en fait l'IA va venir regarder, prendre la seed qui a foiré, venir la débug à la main avec des println, regarder où est-ce qu'il était le problème et fixer, la mettre dans la liste des seeds à rejouer tout le temps et avancer, tu vois. Pas mal. Ouais, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a un vrai truc à creuser, quoi. Il y a un vrai truc à creuser, ouais. Plus j'avance, moi, plus je me dis que tu vas avancer. On va avancer dans un monde où en fait la spec va redevenir beaucoup plus important. La spec et les tests vont devenir beaucoup plus importants dans les années futures. Ce qui est cool. J'ai lu un article et malheureusement je n'ai pas retrouvé le lien pour l'épisode qui sur l'utilisation de IA pour les codes et donc la méthode qu'il proposait c'était que les tests continuent à se faire à la main. Tu laisses à la IA comiter des codes partout sauf pour les tests et les specs paradoxalement. Parce que justement, le postulat, c'était que ce qui devient le plus important, c'est que ça soit une personne humaine qui définisse comment l'application doit se comporter, qu'est-ce que c'est un succès, qu'est-ce que c'est un échec, quel est le comportement que l'appli doit avoir. La IA peut débloquer sur le reste, mais si le postulat c'était si tu la laisses qu'il met les mains sur les tests, tu perds la capacité de te dire il a modifié les tests pour faire passer un code qui ne devrait pas passer ou il a modifié les tests pour une vraie bonne raison. Oui, alors que quand tu laisses des humains en contrôle des tests, ils font jamais ça. Jamais ça. Ils ont jamais fait ça. C'est là un peu la faille de l'histoire, c'est la IA. Gros, il fait ce que l'humain fait. D'ailleurs, si elle le fait, c'est parce qu'il était entraîné avec ces mêmes tricheries. Mais c'est très drôle comme approche. L'idée, ça allait dans le sens que Pierre disait, de ce qui risque de devenir énormément important, c'est la spécification, spécification technique et la validation, les tests. Après, est-ce que le code, c'est pas déjà une forme de spécification de ce qu'on veut qu'un système informatique fasse? J'ai envie de dire pas assez. C'était la promesse des langages de quatrième génération, je rappelle. Ouais. C'était d'être plus haut dans la stack, de spécifier. Ça a marché, ça a permis, ça a démarré la branche. Pour moi, c'est le démarrage de ce qui a amené aux outils no-code ou less-code maintenant. On retombe dans cette veine-là depuis. Moi, j'ai continué du 4GL depuis 25 ans, mon Dieu. Et le problème, c'était toujours sur des petits cas, ça allait. Quand ça montait à l'échelle, c'était plus compliqué. Et à débugger, c'était l'enfer parce que et comme d'hab, une IA, elle t'écrit ton code, c'est cool.
Mais en fait, ce qui est pas compliqué, c'est pas si compliqué que ça de faire du code. Ce qui est compliqué, c'est de le lire et de le comprendre pour voir quand il y a un problème. Est-ce que l'IA sait faire ça? Et ce que disait Pierre est intéressant parce que si l'IA on arrive à l'entraîner pour débugger, pour analyser et pour nous faire la partie difficile du métier qui est dans ce sujet-là, là, on touche du doigt de quelque chose d'encore plus puissant, quoi. Par contre, c'est l'enfer. Tu dois recoder, tu dois tout recoder à la main pour fournir un outil que l'IA peut manipuler, tu vois. Mais tu peux pas utiliser une IA pour coder ton outil, pour entraîner l'IA? C'est ce que je fais. Ah, maman, hein. C'est mon petit projet du soir et du week-end en ce moment. Le triple Ouroboros, là. Une IA pour faire le premier code, une IA pour apprendre sur le code de la première IA et une troisième IA pour faire les tests que l'IA a bien appris sur le code de l'IA. Voyons qu'on est rendu. On est bien, on est bien. Pour un programme qui sera utilisé par des IA, on est d'accord. Ça marche. Allez, lien suivant. JV, qu'est-ce que tu nous avais proposé? Lesquelles de toutes ces propositions tu vas te lancer? Alors, je vais vous parler un petit peu de QEMU, parce qu'on a parlé un peu d'IA, tout ça, mais tout ça, ça tourne sur du hardware, et en particulier du hardware qui sert de support à la virtualisation. Et QEMU, c'est l'émulateur un peu standard du marché. Et donc, il y a la version 10.1, donc la version 10 qui est sortie récemment, en fin du mois d'août, et qui ajoute pas mal de choses. En particulier, ça rajoute la possibilité de faire avec tout ce qui est Intel TDX, donc les Trust Domain Extensions, et il y a l'équivalent chez AMD. Ça permet de faire de la virtualisation, mais isolée, confidentialisée. Mm-hmm. Pardon ? C'est la nouvelle version des enclaves qui ne marchait jamais. Alors, un peu différemment, je sais pas exactement les détails des inner workings de TDX, mais c'est fait pour pouvoir effectivement faire une forme d'enclave sécurisée, mais qui s'appuie sur la virtualisation, enfin qui s'appuie sur la virtualisation au sens CPU. Ok. Il y a des améliorations aussi faites du côté d'ARM et de RISC-V. L'objectif étant d'avoir un support d'ARM qui soit comparable à celui des AMD 64. Il y a également différents bugs fixes sur différentes features des CPU, etc. L'ajout du support d'OpenGL dans les interfaces, la possibilité de monter de l'interface graphique via les Spice devices. Mm-hmm. Il y a un changement aussi au niveau de VFIO, donc qui est une partie du système de virtualisation, enfin de paravirtualisation des périphériques, qui améliore la gestion mémoire, enfin liée à la mémoire, via les RAM disques en particulier. Et ensuite, mais le truc le plus important de tout ça, c'est vraiment le support des TDX dans QEMU, puisque c'est amené via le kernel 6.16 de Linux. Donc globalement, c'est une amélioration relativement mineure, mais qui rajoute quand même pas mal de choses. Il y a également la volonté de bump un peu Rust pour utiliser la version 1.77 de Rust en version minimale pour la compilation. Et donc avoir accès à des features plus avancées du langage. Il y a également un support expérimental qui arrive pour le compiler en WebAssembly. Oh! Ce que j'étais en train de regarder, c'est expérimental host support for compiling to WebAssembly. Genre, on va compiler QEMU. Et on va l'exécuter sur un navigateur. En WebAssembly. L'objectif, effectivement, c'est de pousser ce genre de choses. Il me semble qu'il y a une proposal dans WebAssembly au niveau non pas du WebAssembly, mais via un component model qui soit dédié à la virtualisation. Donc on puisse faire des appels de virtualisation dans du code WebAssembly. De mémoire, QEMU pour être un runtime du coup. La dernière fois que j'avais regardé, c'était une proposal très early et je ne voyais pas trop où est-ce que ça allait, mais maintenant que tu vois des trucs comme ça, tu dis waouh. Du coup, il semble que la volonté, c'est de dire que un kernel, un système, n'importe lequel, pourrait proposer, exporter des instructions de virtualisation via le component model au WebAssembly, et donc on pourrait avoir des userland programmes qui utilisent ces instructions pour venir piloter de la virtualisation. Je vois un intérêt, alors peut-être par des formations professionnelles, mais l'intérêt principal que je vois à ça, c'est tout ce qui est
micro VM et conteneurisation de VM, typiquement ce que permet KubeVirt, les projets autour des kata containers de chez Intel. Ce genre de choses, c'est-à-dire la possibilité de faire tourner dans des environnements de type conteneur kernel de la virtualisation et via du WebAssembly, et donc potentiellement d'avoir un runtime WebAssembly en fait qui soit finalement le système d'exploitation du node Cube dans le cas du cas de Cube, parce que je pense que l'intérêt est principalement là. Ouais, on en parlait depuis un moment de la possibilité de voir Cube évoluer dans le sens-là et WebAssembly prendre plus de place. Oui, ça pourrait être sympa. Tu pourras bientôt booter ton ISO Windows dans ton browser. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Franchement, tu rattaches tout ça pour faire tourner du Windows. Je trouve ça vraiment regardé par le petit bout de la lorgnette, Pierre. Finalement, à la fin, la vidéo, je sais pas si vous connaissez Watt. Un sketch, on va dire, en tout cas, du moins une conférence d'humour sur l'informatique parle de justement à propos des runtime JavaScript au moment où Node est arrivé, dire en fait on va tout faire tourner dans JavaScript et à la fin notre kernel ce sera du JS, tout sera du JS. Oui. Et donc finalement on n'en est pas loin, mais c'est juste que tout sera WebAssembly et à la fin notre OS c'est Chrome. Moi, je pensais aux jeux vidéo, tu vois, où aujourd'hui, tu as quand même une grosse dépendance aux jeux vidéo sur Windows. Oui. C'est mieux, c'est beaucoup mieux avec le Steam Deck et compagnie, mais... Voilà, c'est ce que j'allais dire, avec Steam et toute la... on est quand même beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est pas incroyable, tu vois, avec tout ce qu'on voit côté WebAssembly. Moi, je m'attendrais à plus de jeux en WebAssembly. Hein. Alors pour le coup, il y a aussi la difficulté pour les moteurs de jeu très intégrés, type Unity ou Unreal Engine, d'avoir un support. Unreal. Voilà. Et en particulier l'accès aux fonctions GPU un peu avancées. Et par contre, pour le coup, le jeu vidéo sous Linux c'est vraiment développé, en particulier avec des XVK, qui permet de faire le mapping DirectX vers Vulkan. Ça a été porté par Steam, mais maintenant c'est quasiment intégré dans Wine aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, clairement, tout peut tourner sous Linux, y compris les jeux vidéo, de manière très très bien. L'overhead de perf, il est de 0,5%, un truc comme ça. Les seuls trucs qui bloquent maintenant, c'est les anti-cheats. C'est les anti-cheats kernel RIC 0, ouais, exactement. Oui, bah alors qu'on empêche ces gens-là de venir fouiller dans nos kernels, c'est plutôt une bonne idée, globalement. J'ai des vieux souvenirs d'il y a 10-15 ans, des rootkits Sony sur Windows, où plus sale que ça, tu pouvais mourir, quoi. Hein. L'anti-cheat, ça devient un peu limite ça, il te force à voir les secours buts, et ouais, mais bref. En tout cas, continuons avec WebAssembly. C'est pas un jeu, mais c'est un truc que pendant des années, j'ai utilisé en mode open source installé sur ma machine et que je me suis retrouvé à pouvoir utiliser en WebAssembly Audacity, les softs pour faire de l'édition d'audio. Maintenant, il y a Webacity qui permet de faire tourner Audacity en WebAssembly sur ton navigateur. Incroyable. Et là, c'est super agréable de voir un comme ça. Il y a même le menu et tout. Si, mais c'est aussi moche que c'était Audacity avant. Il y a des vieux réflexes. J'ai l'impression de revoir... les boutons sont mieux. Les boutons sont plus jolis. J'ai l'impression de voir Audacity sur macOS 9, tu vois. Oui, c'est ça. Ah, mais je trouve hallucinant. Et c'est ce type de projet qui montre effectivement, si tu veux amener des trucs faciles dans un navigateur, on est dans un moment formidable. Mais moi, je continue à penser que WebAssembly, bon, le côté web, c'est historique. Pour moi, c'est une grande partie de son avenir, c'est joue pas du tout dans les navigateurs, quoi. C'est clairement côté serveur, côté orchestration. Clairement, WebAssembly aujourd'hui, vu l'évolution de l'ASPEC, que ce soit du format WebAssembly au sens l'assembleur derrière le bytecode, aussi bien que le component model et les évolutions et le WASI et tout. Exactement, WASI. On est vraiment dans quelque chose qui se rapproche plus du développement des normes type POSIX
un peu de l'époque. Et donc, quelque part, aujourd'hui, effectivement, ça c'est beaucoup plus adapté au serveur. Le fait de pouvoir tourner dans le navigateur, c'est vu comme un plus. L'influence des gens du monde du JavaScript dans la spécification et dans les fondations, etc., est quand même élevée, dans le sens où certaines features de Wasm mettent du temps à arriver parce que les navigateurs mettent du temps à les intégrer, et que c'est vu comme un peu l'étape finale de l'intégration d'une feature de Wasm. Typiquement sur les GPU, il a fallu attendre que les navigateurs soient capables de supporter le WebGPU et compagnie pour que ça avance bien en Wasm. Donc ça reste quand même un portage qui est important pour la communauté Wasm, mais pour autant l'avenir de Wasm semble beaucoup plus côté serveur ou côté micro, Edge, etc. Oui. Et beaucoup moins dans le navigateur. Côté Edge, c'est quand même incroyable que tu arrives à les mettre dans des microcontrôleurs, dans des trucs ultra petits, et en même temps, tu arrives à, quelque part, en tant que moteur pour faire tourner des choses, c'est assez impressionnant. Ouais. Bah, surtout que maintenant, on a moins de gens qui ont envie de développer des stacks complètes. Là où Wasm va quand même être moins performant qu'un système codé en assembleur spécifiquement pour une carte et compagnie. Mais par contre, il y a moins de dépendance à des libc ou à des couches logicielles un peu intermédiaires qui peuvent rajouter du poids. Ouais. Et le Delta, ça vaut pas la peine de faire des stacks spécifiques aujourd'hui, surtout avec la variété de devices qui apparaissent. Au moment où tu dis ça supporte Wasm, ok, vendu. Et puis la miniaturisation de forte puissance aussi, parce que aujourd'hui on arrive à avoir des systèmes connectés qui sont pas si gros que ça et qui sont très puissants. Là où forcément une ampoule connectée, lui monter une stack IP il y a une dizaine d'années c'était plus compliqué. Aujourd'hui, une stack IP dans une ampoule connectée ça passe. Donc forcément on peut faire tourner un runtime et avoir un système un petit peu interprété et pas forcément nécessairement d'avoir du compilé sur mesure pour la carte, quoi. Carrément. Bon, allez, nous continuons un peu avec d'autres liens. Qui va nous proposer un autre? Sinon, je vais... Je peux... Allez, Pierre. Qui est au Crédit Mutuel? Lequel? Secret bancaire. T'es en safe zone, tu peux y aller, Pierre. Non, on n'a qu'à parler de la panne de ce week-end, puisque pour le coup c'est assez frais. Du coup, il y a eu le Crédit Mutuel qui a eu une panne, un dysfonctionnement interne d'après le communiqué officiel sur X, qui a bloqué tous les paiements entre 17h20 et 19h30. Et pas que les paiements en carte bleue, les chèques passaient pas non plus. La veille de la rentrée. Ah, je savais pas. Les chèques passaient pas non plus parce qu'en fait, quand on paie un chèque au Carrefour du coin ou au supermarché du coin, il y a un call qui est fait pour lire. Il y a eu des discussions sur Blue Sky sur le sujet. Il y a un code, ça doit être Olivier Poncet d'ailleurs, encore lui. Il y a un code qui est optique qui est lu et qui vérifie si le chèque n'est pas volé. Et le call il est fait en live. Quand les serveurs en face ils sont pas là pour répondre, le chèque il est refusé. Donc il y a des gens qui étaient en train de payer par chèque, donc avec un morceau de papier et un stylo, et qui étaient bloqués à la caisse parce qu'ils pouvaient pas passer. Non. Et si? Oh la vache. Moi, les no post-mortem, comme je crois que c'est Pierre qui l'a qualifié comme ça, qui est merveilleux, quoi. Moi, ça me rend fou, hein. Nous, le sujet de nos post-mortem? Il n'y a pas de post-mortem, il n'y a aucun détail. La culture du post-mortem public, ils en ont peut-être fait en interne, mais qui communiquent pas dessus publiquement sur le root cause et tout ça, en termes de com externe d'entreprise, c'est quand même un grand classique même dans la tech, il y a plein de boîtes tech qui sont pas en train de se flageller en public sur on a merdé de cette manière-là, tu vois. Non? Je sais pas, moi nous à Clever, on essaie de faire super attention sur les post-mortem et tout, et être très transparent là-dessus. Il y a quand même beaucoup de boîtes où c'est quand même apprécié d'avoir de la transparence. Quand t'as une panne aussi grosse, tu bloques tous les paiements de tout le monde pendant 2 heures pour un retour de vacances, tu vois. Il paraît que les péages c'était l'enfer, tu vois. C'est sûr. Mais c'est là où on voit la dépendance quand même d'infrastructures critiques qui sont nécessaires au fonctionnement global de toute la société, quoi. Le système de paiement, c'est même potentiellement l'infrastructure la plus critique avec le réseau téléphonique.
et on se rend compte que Non, avant ça, j'y vais. Là, on en parlait ce week-end avec des amis. L'électricité. Ouais. Je rappelle la panne qui s'est passée en Espagne, au Portugal, là, récemment. D'un coup, il n'y a plus de jus. Ah oui, là, c'est encore moins... Ça a fait bizarre à plein de gens. Et au final, il s'est pas passé tant de dingueries que ça, quoi. Il y a des gens qui étaient bloqués dans les ascenseurs, des trucs. Mais tout d'un coup, les gens se sont dit, mais en fait, si ça repart pas, ou si ça prend beaucoup de temps et tout ça, qu'est-ce qui se passe, comment on fait, quoi. Et là, tu te dis, l'électricité, c'est, tu rétroprocesses. Sans électricité, il y a quand même pas grand-chose. Le pétrole, tu te dis, bon, pareil, c'est compliqué, on bricole et tout, mais plus de jus, c'est vite, c'est très très vite, très très compliqué. Bah, plus de jus, ouais, c'est vraiment une dépendance de combien de temps on a de diesel dans les générateurs auxiliaires des infrastructures critiques, ouais. Ah bah ça, pour au-delà, alors faire tourner Internet, à la limite on s'en balance, mais moi qui travaille dans le milieu médical, les hôpitaux, plus de jus, tu te demandes tout de suite comment tu fais, quoi. Ah c'est sûr. C'est flippant, ouais. Mais donc c'est vrai que le réseau bancaire reste quand même une infrastructure très critique aujourd'hui. Ouais. Et donc d'avoir aussi peu effectivement, ne serait-ce que de retour de communication publique, alors que pourtant on parle d'acteurs qui sont des très gros acteurs, qui ont des normes très strictes à respecter. Les accords de Bâle, c'est quand même quelque chose de relativement strict, et pourtant on se rend compte que leur infrastructure numérique, qui est quand même un peu la colonne vertébrale de leur activité, est pas forcément la communication laisse à désirer là-dessus et potentiellement est faillible de manière assez importante. Et en particulier sur le fait que ça puisse toucher tout d'un coup en même temps, donc c'est que c'est centralisé, que à la fois la reconnaissance d'échecs et les paiements sont au même endroit, donc ça veut dire qu'en termes de résilience, il y a un SPOF quelque part, etc. Moi, je pense que c'est une mise en prod. Ça veut dire que du coup ton process de mise en prod il est à revoir, quoi. La mise en prod discrète en août, histoire d'arriver en septembre propre avec la moitié des équipes en vacances, moi je la sens gros comme une maison. Mais donc se pose quand même la question que le régulateur des banques intervienne pour en tout cas, c'est mon avis personnel, hein, mais le régulateur, dans une infrastructure critique comme ça aurait du sens qu'il intervienne pour justement apporter ne serait-ce que des normes spécifiques comparables à ce qu'on a dans le monde du cloud avec ISO 27001. Ah, mais ils sont des normes. Et qui doit les renforcer, quoi, d'avoir un truc, plus de contrôle. C'est là où moi je travaille dans un environnement très réglementé, on fait des dispositifs médicaux, c'est une norme européenne, c'est très réglementé, et heureusement c'est normal, il y a différentes échelles, on est certifié ISO 27001 comme Clever, on sait par où c'est passé, et ça aide, la norme aide, mais ça fait pas tout. C'est-à-dire que et on le voit même sur pas des normes techniques. Avant Sarbanes-Oxley de régulation du marché financier, des reporting, Lehman Brothers ils étaient soumis à tout un tas de contrôles, d'audits, de gages de sécurité, d'audits financiers. Ça les a pas empêchés de faire des trucs. Bien sûr. Trop de normes tuent l'innovation et en fait ça fait des gros processus et empêche des petites boîtes. Tu vois, des petites boîtes. On a encore une petite boîte. Clever c'est aussi une petite boîte. Franchir ces seuils-là, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de process, et donc c'est compliqué. Et donc c'est un équilibre, c'est-à-dire que le côté, tu vois, je suis pas d'accord avec, c'est pas mon avis, qu'il faut forcément, quand il y a un problème, réagir par, il faut plus de normes, il faut trouver comment déjà bien appliquer celles qui sont. Et aujourd'hui, il y a déjà un panachage énorme de normes qui sont utiles et intéressantes, mais où tu te dis, est-ce que ça empêche des grosses boîtes de faillir? La réponse est non. Parce que moi, je voudrais voir toutes les certifications auxquelles répond le système qui est tombé là le week-end. Et la vraie question, c'est est-ce que la mise en place de ces normes et la façon dont ça doit monter, c'est suffisant ou pas? On n'est même pas sûr que c'est un truc en interne. Ça peut être très bien un partenaire qui a foiré, tu vois. Moi, j'ai bossé pendant des années au milieu bancaire. Les normes existent. Les systèmes de paiement, c'est les plus de normes. Après, les accidents, ça existe. Moi, ce que j'espère, et là je suis à peu près sûr que même s'ils le font très mal en public, c'est que derrière, même si c'est que pour pouvoir justement répondre aux différentes commissions de contrôle, il doit avoir un vrai post-mortem de tout ça. En général, ce type d'accident, c'est un peu comme
je sais pas, comme quand un data center brûle à tout hasard, pour donner un exemple qui n'arrive jamais et que personne ici n'a vécu, et c'est des merdes en cascade qui arrivent, il faut trouver le pourquoi, et même si en public, ils vont pas forcément dire « Ah, ça a merdé parce que X, Y, Z », rassure-toi, cet incident-là, ils vont arriver au fond de quelle ligne de code dans quel partenaire a fait que le truc planté. Ah, c'est dur. Moi, de l'autre côté, ça pose effectivement la question de à quel point une grosse banque qui a un système de paiement peut paralyser l'économie pendant c'est ça. C'est le fait qu'on se retrouve à avoir des banques systémiques qui sont très très grosses et donc quelque part c'est pas un too big to fail financier mais technique quoi. Et sur la partie de normes, c'était pas tellement de dire que il en manquait parce que effectivement ce genre de structure en ont et peut-être même des normes oui, européenne ou plus large encore peut-être, mais plus le fait que typiquement lorsque un avion crash quelque part, il y a une agence publique américaine dans le cas où on connaît souvent celle américaine qui vient étudier le truc et à la fin elle produit elle-même un document post-mortem complet, etc. Ouais. Et donc pour un système aussi vital que le système bancaire, peut-être... Il y a des agences comme ça, il y a des audits qui sont faits. Quand il y a des problèmes, je peux te garantir qu'il y a plein de monde qui ont passé à une salle dimanche parce que là, ça ne s'est pas arrêté à la Sans doute, oui. Là, ça a dû monter toute l'équipe informatique et toute l'équipe non informatique de la banque qui ont dû être sur le pont pour avoir vécu quelques incidents remotement semblables. Et là, aujourd'hui, il doit être en train de travailler d'arrache-pied. Moi, la seule chose qui m'embête, c'est faire la bonne vieille communication corporate. Oui, justement. De Dove face à l'extérieur. Et là, je pense que c'est aussi le côté un peu traditionnel du monde bancaire en France. Non, on n'est pas une start-up, on ne va pas faire un post-mortem, on va dire, il y a eu un problème, on l'a trouvé, on l'a résolu. Bisous, au revoir. Moi, tu vois, quand tu regardes un peu les commentaires sur... alors moi, j'ai regardé que sur X du post qui annonce le truc. Les gens disaient, mais vous avez une application, prévenez les gens, en fait. C'est ça. Moi, c'était le retour numéro 1 C'est ça. Une appli sur téléphone, tu veux dire ? C'est utiliser votre appli Crédit Mutuel pour qu'elle serve à quelque chose, entre guillemets, je mets des quotes sur ce que je lisais, c'est utiliser votre application pour prévenir vos clients que ça marche pas. C'est quand même... Ne vous embêtez pas d'aller à la caisse, vous pourrez pas payer. Bisous. Tu schedules une notification pour ce genre de cas-là, c'est quand même le but d'avoir une app. Ouais, donc avant de parler des détails techniques qui sont forcément difficiles vu l'impact du truc, c'est vraiment la com. Ah oui, pour moi, le problème, c'est la com. Les détails techniques, je ne vais jamais jeter la pierre à un incident comme ça parce que ça peut arriver à tout le monde. Oui. Et je sais qu'ils vont trouver. Par contre, quand tu te retrouves avec un gros accident comme ça, il faut communiquer. Ah, tiens, c'est une question chez Clever. Quand vous avez un incident dans vos procédures, ISO ou pas d'ailleurs, vous avez une personne en charge de la résolution de l'incident, vous avez une personne séparée en charge de la com, vous avez séparé les deux rôles, c'est bien identifié ou pas ? Ouais, on a les deux, ouais. C'est une bonne pratique. On a les deux. Après, j'avoue, c'est souvent... c'est assez souvent Steven qui prend la com, tu vois. Mais c'est loin d'être très bien. Il parle bien. Il est souvent pas dans les chemins critiques de la résolution. Il est bien habillé. Ça me semble pas du tout déconnant. Mais ouais, non, on a séparé les deux, clairement. Parce que tu peux pas être à la mine en train de chercher des bouts de lignes de code et descendre aux enfers dans les couches des différents trucs et en plus assurer la com. Ça c'est un truc. Moi, je me souviens qu'on avait eu des grosses pannes à Clever. J'ai un très bon souvenir d'une panne où tu vois, il était 2h du matin, j'étais en train de galérer à essayer de sauver les trucs, tu vois. Et j'avais Quentin qui était en frontal pour prendre les clients et me laisser bosser, tu vois. Et ça c'est super agréable. Le SAS de décompression et d'étanchéité. Le SAS tu vois qui et pareil pour le support, pareil pour plein d'autres personnes dans la boîte. Et donc ça, c'est vrai que
c'est agréable de pouvoir juste se concentrer et à résoudre. En plus, ça évite le syndrome de sac à dos. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand je vais vous l'expliquer, vous l'aurez tous vécu. Quand il y a une personne qui entend de résoudre un incident et 4 ou 5 directeurs de quelque chose derrière à les regarder comme des 4 ou 5 sacs à dos. C'est connu, hein, c'est quand tu as le plus d'yeux posé sur ton travail que tu travailles le mieux, que tu n'es pas du tout stressé et que tu fais que tu es plus optimal et performant. C'est connu. Oui. Mais ouais, courage aux équipes en tout cas derrière la com. Courage aux équipes qui prennent des incidents pareils. Comment on dit, c'est HugOps. Moi j'aime bien ce hashtag. Ouais. Bon, on va continuer un petit peu et je crois que pour une fois on n'a pas trop parlé de IA par rapport à quelques épisodes. Donc moi il y a une news sur l'IA qui m'a un peu refroidi. C'est la news d'Anthropic qui décide de changer un petit peu ses conditions de vie privée, d'utilisation ou de non-utilisation de tes données. À la base, un des principes, c'était que tu avais un abonnement entre Cloud Pro, tu assurais que tes données n'allaient pas être utilisées pour quoi que ce soit par Anthropic. À partir de maintenant, c'est bon, si tu dis pas non explicitement, et on ne sait pas comment tu vas dire non explicitement, même avec Cloud Pro ou l'autre qui coûte une centaine d'euros par mois, tes données vont quand même être utilisées. Mais bon, si tu nous dis non, pour le moment, on ne le fera pas. Ouais, mais comment t'es sûr qu'ils le feront pas? C'est quoi ta capacité d'audit que t'as dit non, mais effectivement ils l'ont pas fait. C'est une bonne question. Déjà le fait qu'ils te disent, on a décidé de changer on le fait pas par défaut, par défaut on le fait, que ça fait un changement un peu trop brutal. Yes. Et ça pose la question aussi de la confiance, mais on se l'a posé déjà par rapport à OpenAI avec ChatGPT et même les chats qui sont censés être temporels ou effacés, ils restent quelque part et bon, si besoin, on peut les accéder. Là, ça va plus loin dans cette idée-là au fait, on va pas les utiliser. Bon, si tu nous supplies de pas les faire, mais quand même. On connaît tous, hein. Je pense que ça c'est un truc quand on parle à des gens qui travaillent pas en informatique, le expliquer le fait qu'on supprime pas forcément tout le temps la donnée au premier coup. Tu sais le deleted at en SQL, c'est un truc généralement qui fait relativiser les gens énormément. C'est dans la même veine. Hein. Oui, là, j'avoue, voilà. Moi, dans ces trucs-là, j'attendrais toujours qu'il y ait une période et beaucoup plus de communication, pas en mode « Ah bah c'est bon, on a changé ». Ah mais pénalité et à moitié un loose day, moi, c'est surtout ça qui me dérange. Surtout par quelqu'un qui sait... Parce que Claude Anthropic, il joue toujours sur le fait, nous on fait de l'IA, mais pas comme les autres, on a un petit côté un peu plus éthique. Et là tu dis, ouais, en fait, c'est un nouveau Don't Be Evil de Google, quoi. Ouais. Bah, à nouveau, l'éthique finit par se heurter à la nécessité de payer des factures. Hein. Waouh, jolie la phrase. À tous les niveaux. Après, je pense que pour plein d'utilisations, c'est pas un vrai problème. Pour d'autres, peut-être un peu plus, quoi. Ah bah, je t'avoue que moi, en tant que responsable d'une boîte, technique d'une boîte qui manipule des données de santé, ça fait partie des trucs auxquels on est extrêmement sensible, ces conditions-là. Et ce qui est moche, c'est que tu as un partenaire, mais c'est valable pour les tarifs, c'est valable pour les comptes d'utilisation, c'est valable pour à quel point. Moi, ce que je déteste dans beaucoup d'outils, c'est pas que des outils d'IA, hein, c'est que tu reçois un mail en disant genre on va activer une nouvelle feature dans au mieux
3 mois, le plus souvent 1 mois, et des fois genre dans 15 jours ça change. Et toi, t'as un planning, t'as des équipes qui sont occupées et tout ça, et tout d'un coup, tu dois, parce qu'un prestataire, un fournisseur, que ce soit d'outils en ligne ou pas, a changé sa façon de faire, tu dois courir parce que c'est inacceptable pour ton business d'être dans cette situation-là. Sauf que t'as de l'adhérence aux API, à l'usage, à ta fonction et tout ça. Et donc, la capacité de tenir des conditions des prestataires, elle devient hyper critique sur ton produit, sur ta capacité à maintenir le truc en conditions opérationnelles. Le domaine médical, dans les essais cliniques, ils peuvent durer jusqu'à 36 mois. Bah oui. Donc pendant 3 ans, tu dois garantir que ton système d'information ne change pas. Après, honnêtement, ça me rappelle un truc que j'ai parlé souvent quand j'ai fait des talks sur la IA. C'est l'intérêt d'avoir tes propres instances avec des modèles open source qui sont certes moins performants, mais que pour plein d'utilisations, ça suffit. Je me souviens quand on avait parlé au début de Clever AI, une des fonctionnalités que les gens, une fois qu'ils comprenaient, trouvaient les plus intéressantes, c'était le fait de pouvoir router vers des modèles internes de que tu avais des données sensibles. Et effectivement, aujourd'hui, les derniers modèles open source de OpenAI, les OpenAI open source qui est sorti il y a 15 jours, je crois qu'on n'en a pas parlé, il faut que je prenne les liens pour le prochain Massi, tu peux les faire tourner dans des machines avec une GPU et à partir de 32 gigas de RAM, et il est mieux que ChatGPT 3.5 au début, il y a une année et demie. Et tu peux le faire, ok, tu ne pourras pas l'utiliser pour tout, mais déjà, pour plein de cas de que tu as des données sensibles, au moins tu sais que tes données vont rester à toi. Et je pense que de plus en plus, on va aller vers des paradigmes où il va y avoir les gros modèles pour des trucs avec un risque pas élevé et des petits modèles, des fois spécialisés, pour quand tu dois travailler avec tes clients. Je n'imagine pas une boîte où tu envoies des données de ton CRM, de ta base client, de ta base produit à OpenAI ou maintenant à Claude pour analyse. Pour moi, c'est la confiance n'est pas là et vu où est-ce qu'on va, ne pourra pas être là, quoi. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y aura forcément plusieurs façons de faire ces choses-là qui répondent à un réseau de contraintes différents. De toute façon, il faudra que ça existe. C'est ça. Et... c'est pour ça que les différents acteurs, ils ont quand même des approches très, très différentes. Alors après, on n'est même pas encore rentré dans les histoires de Secnum Cloud, où est-ce que ça tourne, les histoires de, vu l'ambiance du monde en ce moment, de souveraineté et ce genre de choses. Ça aussi, ça va être un sacré challenge. Oui, mais c'est ça. Et là, je pense que je suis peut-être biaisé, mais je pense que dans le futur, une grande partie des enjeux, ça va être comment tu arrives à automatiser ça au niveau corporate. Déjà, la IA devient de moins en moins de shadow IT, parce que jusqu'à présent, la plupart du monde utilise son chatbot favori, même pour les données d'entreprise, et petit à petit, ça va devenir un software d'entreprise comme un autre. Et là, derrière, tu vas voir l'équivalent de API Gateway, de IA Gateway, comme nous on fait avec Clever AI, et l'idée de router de façon intelligente. Tiens, c'est des données clients. Là, je ne les route pas vers un tel, je les route vers notre instance qui est chez OVH Cloud, par exemple. Voilà. Ah non, tiens, ça c'est une données sensible et on n'a pas dépassé les quotas de Claude ces semaines-là. Je l'envoie vers Claude, etc. Pour moi, c'est ce moment-là qu'on arrivera à une certaine maturité. Ouais, j'ai hâte de voir vers où ça va évoluer. Bon, on est bavard, vous vous rendez compte, on a déjà 54 minutes. On peut laisser là, sauf si vous avez une news courte que vous voulez partager en quelques minutes. Je vous rappelle que l'idée de base, c'est on a plein de gens qui nous écoutent pendant qu'il fait la séance de sport. Si on dépasse beaucoup une heure, on va rendre les gens assez fatigués. Donc, voilà. Hyper fit.
Non, ça là, on a fait un sacré On a fait un tour bon tour. pas mal Nickel. de sujets. Voilà, c'est Bon, quelqu'un aurait une suggestion musicale pour finir? Qu'est-ce que vous écoutez ces derniers temps? Qu'est-ce qu'il vous fait triper? Alors, qui veut nous proposer un truc? Moi, j'ai une idée. J'ai entendu, c'était sur France Info, il parlait du nouveau business caché, de ce qui fait de l'argent sur les providers de musique en ligne, dont le plus fameux est évidemment Spotify. Et en fait, ils sont en train de faire pas mal de blé avec des listes, dont j'ai retenu une, mais il y en avait d'autres qui étaient citées. C'était des listes à thème, et il y en a une, c'était playlist pour chanter en voiture. Playlist pour chanter. Ok, on Et en va la fait- trouver. Ian, quand il fera le montage, si tu la trouves pas, on demandera à Nicolas de nous la trouver, mais on a noté. Et ben, j'étais dans ma voiture et j'ai fait à mon assistant vocal dans la voiture, mets sur Spotify la playlist pour chanter en voiture, ça marche vachement bien. Et à Donc, chanter. il l'a trouvé tout seul. Deux, effectivement, alors moi je connais pas tout, parce qu'il y a des trucs pour jeunes, mais les filles chantaient derrière. Et quand t'es en famille pour faire un voyage, franchement, je trouve ça assez rigolo. Nickel, je note sa playlist pour chanter en voiture. Bon bah, merci d'avoir été là les amis. Merci à tout le monde qui nous écoute. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Bientôt. Salut.